Je suis ingénieur informaticien. Je suis ingénieur informaticien. J'aime les ordinateurs. Windows 98. Maintenant j'ai Google, maintenant j'ai Google, maintenant j'ai Google. J'avais la télé, maintenant j'ai Google. Je mangeais en famille, maintenant j'ai Google. Avant j'avais une chaise, maintenant j'ai Google. Avez-vous déjà entendu des préjugés concernant le monde de l'informatique et du numérique? Des préjugés? En voici quelques-uns. C'est taper du code sur un ordinateur. C'est pour les no-life et les coincés. Ah bon? C'est faire joujou avec un ordinateur. Les jeux vidéo, c'est pas la vraie vie, etc., etc. Ah, et voici du coup le prototype de l'informaticien. Et que remarquez-vous? C'est un mec! Mais oui, la plus grosse idée reçue sur l'informatique, c'est que c'est un monde de mal. Pareil pour les geeks et les gamers. L'une des premières représentations d'une femme geek a lieu dans la littérature. Il s'agit de Lisbeth Salander, l'une des héroïnes de la série de romans Millennium de Stieg Larsson. Introvertie, asociale, un look de garçon manqué. En bref, à 1000 lieues de la réalité. Est-ce qu'on est obligé d'avoir un look de garçon manqué pour aimer l'informatique? Et parce qu'au final, qu'est-ce que de toute façon le look a à voir là-dedans? Mais du coup, les métiers de l'informatique sont-ils vraiment genrés en mode testostérone power? Isabelle Collet, une professeure suisse en sciences de l'éducation et informaticienne de formation, publie en 2019 l'ouvrage Les oubliés du numérique. Dans cet ouvrage, elle questionne l'absence des femmes dans les métiers de l'informatique et du numérique. Elle constate que dans les écoles suisses et françaises, il y a une grande différence entre le nombre d'étudiants inscrits et le nombre d'étudiantes inscrites. Elle souligne aussi que les informaticiennes diplômées qui rejoignent le monde du travail sont à 75% reconverties dans les métiers de RH, marketing et documentation. Et parmi les 25% qui trouvent un travail dans le monde de la technologie, 11% seulement sont dans la cybersécurité et le big data. Et le même constat est fait en Belgique. Malgré la pénurie d'informaticiens, il n'y a que 7% de femmes inscrites chaque année dans les filières informatiques en Belgique. De plus, même s'il est établi qu'un joueur sur deux est une femme, un joueur sur deux quand même, ça fait 50%, c'est pas rien. Elles sont seulement représentées à 5% dans les LAN parties et les événements publics. Et seulement 6% d'entre elles se déclarent réellement comme gameuse. Ces chiffres peuvent faire écho au scandale de la Silicon Valley qui a eu lieu en février 2017. Pour rappel, la Silicon Valley, c'est une région en Californie où il y a des industries qui sont à la pointe de la technologie comme Apple, Google ou Adobe pour ne citer que. Et donc en février 2017, Susan Fowler, une ingénieure diplômée de Stanford, tente de réveiller les consciences sur le sexisme latent qui a lieu au sein de la Silicon Valley. Elle dénonce les avances et les abus dont elle est victime ainsi que la totale impunité de ses homologues masculins. Ces révélations ont alors amené des journalistes à s'intéresser au sujet. Ils découvre alors, je cite, une mentalité de collégiens flirtant avec la misogynie, accro au risque, agressif en affaires, agressif à l'égard des femmes, qu'ils traitent de mauvaises programmeuses. Beaucoup de génies de l'informatique se montrent aussi impatients de relever les défis technologiques que d'assouvir leurs besoins matériels et sexuels. Voilà, en gros, ils se comportent comme des On peut donc en effet conclure que l'informatique est un monde d'hommes. Et que si les femmes y sont peu présentes, c'est peut-être parce qu'en général, ça les intéresse moins, voire pas du tout. Mais alors, est-ce qu'on peut m'expliquer pourquoi de 1972 à 1985, la filière informatique était pourtant la deuxième filière comportant le plus de femmes ingénieurs au sein des formations techniques? Quoi? Qu'est-ce que je raconte? Avez-vous déjà vu le film Les figures de l'ombre de Théodore Melfi sorti en 2016? Ce film, inspiré des faits réels, relate l'histoire des calculatrice afro-américaine de la NASA dans les années 60. Au-delà des grandes différences interraciales dénoncées par le film, on y trouve un fait incontestable. Dans les débuts de l'informatique, le boulot de mathématicienne et d'informaticienne était celui d'une secrétaire. Donc un métier dit de femme. Mais du coup, si on se penchait maintenant sur l'histoire de l'informatique afin de regarder de plus près si les femmes en sont réellement exclues ou non. Remontons au 19e siècle, plus précisément en 1834 à la rencontre de Charles Babbage. Ce mathématicien et inventeur tente de concevoir une sorte de calculatrice automatique. Il utilise des cartes perforées pour ses données et instructions afin de calculer de façon plus exacte des tables nautiques, astronomiques et mathématiques. Ses travaux traînent et c'est alors qu'il fait la rencontre de Ada Byron King, la comtesse de Lovelace. Afin de faire fonctionner la machine de Babbage, cette toute jeune fille conçoit en 1840 un ensemble d'instructions qu'il faut donner pour une suite mathématique jusqu'à la position des rouages de la machine. Et vous savez quoi? Son algorithme est en vérité le tout premier programme informatique de l'histoire. La machine analytique de Babbage définit dans sa théorie les principaux concepts sur lesquels reposent les machines informatiques et est donc considérée comme l'ancêtre de l'ordinateur. Et la première programmeuse à avoir travaillé dessus est donc
une femme. Hollywood dans les années 40, voici maintenant Hedy Lamarr, connue surtout à l'époque pour ses rôles sulfureux. Pourtant, pendant la Seconde Guerre mondiale, cette Autrichienne juive qui a fui le nazisme veut aider à combattre les Allemands. Elle fait la connaissance du compositeur Georg Hentel, qui avait eu l'idée de synchroniser 16 pianos grâce à un système de cryptage. Cette invention donne à Hedy une idée, un système de codage des transmissions par étalement de spectres. Cela pourrait permettre par exemple à une torpille et un bateau de communiquer secrètement sur un même motif de fréquence. Hedy Lamarr et Georg Hentel déposent le brevet à l'armée américaine, mais celle-ci juge l'idée fantasque et classe tout simplement le brevet. Et ce dernier sera finalement utilisé par l'armée américaine en 1959. Pourtant, l'invention d'Hedy était complètement révolutionnaire et est en réalité l'ancêtre de notre technologie moderne de communication comme le Wi-Fi, la téléphonie mobile ou encore le Bluetooth. Et maintenant, avez-vous déjà entendu parler de la machine Enigma? Durant la Seconde Guerre mondiale, elle servait à crypter les communications du Troisième Reich. Le Royaume-Uni s'attelle alors à réunir une équipe de décryptage autour du mathématicien Alan Turing, dont, pour ceux qui ne le connaissent pas, les travaux théoriques ont fondé les bases de l'informatique. À l'heure actuelle, Alan Turing est toujours considéré comme celui qui a décrypté la machine nazie Enigma, même si ses opérations secrètes n'ont pas été révélées au public avant les années 70. Pourtant, ce dernier avait reconnu en sa collaboratrice de l'époque, Joanne Clark, une femme du même niveau intellectuel que lui. Cette jeune mathématicienne est recrutée en 1940 dans l'équipe de décryptage et devient rapidement son meilleur élément au point de devenir l'adjointe en titre d'Alan Turing. Certaines hypothèses avancent même aujourd'hui qu'on peut lui attribuer à elle seule le décryptage d'Enigma. Elle aurait alors sauvé des millions de vies en anticipant les attaques ennemies et en écourtant la guerre. À la même époque et au même endroit, toujours afin de décrypter les messages allemands, Dorothy Dubuisson travaille sur Colossus, un supercalculateur ancêtre des ordinateurs. Dorothy avait été engagée comme responsable de l'enregistrement des bandes entrantes et sortantes et rapidement elle devient en fait l'une des seules personnes capables de maîtriser cette machine complexe. Son travail a directement contribué à la décision du président Eisenhower de programmer le débarquement. Et il déclara même que sans ce travail, la guerre aurait duré 2 ans de plus. En 1946, l'ENIAC, ou l'Electronic Numerical Integrated and Computer, devient le premier ordinateur entièrement électronique, c'est-à-dire qu'il ne comporte plus aucune pièce mécanique. C'est une révolution dans le monde des mathématiques et de la technologie, car cette machine était capable de réaliser 5000 additions, 330 multiplications ou 38 divisions par seconde. Il faut se rendre compte que pour l'époque, c'est un véritable gain de temps. Et quand on parle de l'ENIAC, on parle de John William Mauchly, le physicien qui en a conçu le principe. Et bien maintenant, je vais vous parler de Kay McNulty, Betty Jennings, Betty Snyder, Marlene Westcott, Franz Viles et Ruth Lichterman. 6 femmes communément appelées les ENIAC Girls. 6 femmes brillantes qui avaient étudié les mathématiques et 6 femmes qui entrèrent dans le monde du travail en tant que calculatrices, c'est-à-dire secrétaires assignées au calcul. Elles ont installé et assemblé l'ENIAC. Elles ont développé sa programmation et elles ont même mis au point un moyen de dépanner la machine, notamment lorsqu'un de ces 18 000 ventilateurs tombait en panne. L'histoire a oublié leur nom et pourtant ces 6 femmes ont marqué l'histoire de la programmation. Et quand on parle de programmation et de femmes, comment ne pas évoquer Grace Hopper? Cette américaine, docteur en informatique, est enrôlée dans la réserve navale de l'armée américaine. Elle est assignée par celle-ci en 1944 au Bureau of Nurse Computation Project de l'université d'Harvard. Sa tâche consiste alors à calculer les coefficients mathématiques du Mark I, un supercalculateur électromécanique. Elle apprend alors très vite à se servir de cet ordinateur et elle rédige même un manuel de 500 pages sur les principe élémentaire du fonctionnement d'une machine informatique. Après la guerre, elles vont ensuite travailler pour une entreprise qui conçoit des ordinateurs commerciaux. Elle est alors convaincue qu'on peut sortir les ordinateurs du monde scientifique si on en facilite leur utilisation. Dès 1949, elle développe ainsi le tout premier compilateur, afin de traduire des symboles mathématiques en code binaire. Et 3 ans plus tard, elle va encore plus loin en créant un programme de compilation qui traduit ce même langage binaire en anglais. Le tout premier langage de programmation qui ne porte pas de symboles mathématiques est né. Grâce à Grace Hopper, le monde de l'informatique s'ouvre alors à un plus large public. Elle est aujourd'hui surnommée Amazing Grace et elle a ouvert la voie à la programmation moderne. Et depuis 1971, The Association of Computing Machinery décerne chaque année le Grace Murray Hopper Award à un informaticien qui amène une contribution exceptionnelle à l'informatique et qui a moins de 35 ans. Il faudra néanmoins attendre 1996 pour que le prix soit
enfin attribué à une femme. Plus ou moins en même temps que Grace Hopper, au début des années 50, de l'autre côté de l'Atlantique en Angleterre, nous avons Caitlin Booth. Elle met au point le premier langage assembleur pour la machine RSC, ou Automatic Relay Computer. Elle crée en fait un langage informatique qui représente en fait le langage de cette machine, mais lisible par un humain. Et avez-vous entendu parler de Steve Shirley? Ou plutôt non, de Stephanie Shirley, de son vrai prénom. Et oui, cette femme a masculinisé son prénom pour avoir plus facile à rentrer dans le monde des affaires. Après avoir tenté en vain de se lancer comme programmeuse freelance, elle fonde en 1962 la société Freelance Programmers afin de créer des logiciels. Rien que cette décision est novatrice, car à l'époque, le plus souvent, le software est directement intégré dans le hardware. Mais, et surtout, elle choisit de ne recruter que des femmes. Elle avait constaté que la plupart des diplômés en mathématiques et en technologie de l'information, par technologie de l'information on entendait informatique, peinaient à trouver du travail dans le domaine et beaucoup devenaient mères au foyer. Sa démarche sera pourtant vue comme discriminatoire et en 1975 elle se retrouve obligée d'embaucher également des hommes. Son entreprise composée à la base exclusivement de femmes réalisera entre autres la programmation des boîtes noires de l'avion Concorde. Avec le développement progressif de la programmation naissent tout un éventail de langages de programmation. C'est le cas du BASIC, créé en 1964 par les étudiants John Kemeney et Thomas Kurtz au Dartmouth College, afin de permettre aux étudiants des autres filières de pouvoir utiliser les ordinateurs de l'école. Mais ce que l'histoire oublie parfois, c'est qu'il y avait également une femme derrière le BASIC. Sœur Mary Keller, une religieuse américaine, première femme à obtenir un doctorat en sciences informatiques. Elle deviendra par la suite enseignante et pour elle, l'informatique était un formidable outil d'éducation. Retenons que son invention, le BASIC, a permis de démocratiser l'informatique. On le retrouvera encore dans les années 80 sur la plupart des micro-ordinateurs. En 1969, l'homme marche sur la Lune. Mais peut-être n'y serait-il jamais parvenu sans une femme. Voici Margaret Hamilton, l'ingénieure derrière la mission Apollo 11. Intégrant le MIT en 1960, elle développe dans un premier temps des logiciels de prédiction météorologique. À la suite d'un bizutage de ses collègues masculins, c'est un programme avec des commentaires en grec et en latin qu'elle finit par faire fonctionner malgré tout. Elle impressionne par ses capacités et elle est du coup envoyée au laboratoire développant les logiciels du programme spatial Apollo. Grâce à son système de priorisation des tâches, la mission Apollo 11 sera un succès, permettant à la navette de réussir son atterrissage sur la Lune. Joyce Weisbecker était une jeune fille du New Jersey qui avait appris à se servir de l'ordinateur personnel de son père. Elle commence à programmer des jeux vidéo et en 1976, à tout juste 17 ans, elle vend des jeux à l'entreprise RCA pour sa console Studio 2. Cela fait d'elle la première développeuse indépendante de l'histoire du jeu vidéo. Et dans l'histoire du jeu vidéo, parlons aussi de Roberta Williams. Cette mère au foyer crée en 1979 avec son mari Ken Williams, programmeur, le jeu vidéo Mystery House, qui est en fait le tout premier jeu d'aventure graphique. L'idée lui est venue après avoir constaté que les jeux d'aventure sur ordinateur étaient exclusivement composés de texte. Véritable pionnière, elle crée en fait un tout nouveau genre de jeu vidéo. Et son jeu se déroule à la première personne, ce qui est également visionnaire pour l'époque. Le succès sera tel qu'avec son mari, elle fonde en 1980 One Line Systems, qui deviendra en 1982 le célèbre Sierra Online. Et puis j'y pense, sans une certaine Radia Perlman, vous ne pourriez même pas visionner cette vidéo. Cet ingénieur invente en 1985 le protocole Spanning Tree, la base du fonctionnement en réseau qui a permis en fait le développement d'Internet. On l'appelle d'ailleurs souvent la maman d'Internet. On peut donc en fait constater que les femmes sont très présentes dans les débuts de l'informatique, voire même pionnières dans certains domaines. On compte alors 30 à 50% de femmes parmi les informaticiens. De plus, à une époque où toutes les femmes ne travaillaient pas systématiquement. Si leur travail reste assez méconnu, c'est notamment à cause de ce que l'on appelle l'effet Matilda. En histoire, il s'agit d'une théorie affirmant que lorsque le travail scientifique d'une femme amène une découverte importante, il est minimisé et attribué systématiquement à un homologue masculin. On constate aussi que les femmes évoluaient dans la mise en place de logiciels et du calcul numérique. À l'époque, cela n'intéressait pas et était vu comme un travail de moindre importance que le matériel informatique et sa conception. Maintenant, pour revenir aux chiffres, qu'est-ce qui a changé fondamentalement? La diminution du nombre de femmes dans le milieu de l'informatique s'opère à partir des années 80. Une hypothèse attribue cela à l'arrivée des micro-ordinateurs et des consoles de jeux au sein des foyers. Les années 80, c'est effectivement la décennie où l'informatique se démocratise auprès d'un plus large public et où les jeux vidéo sortent doucement des salles d'arcade pour s'inviter dans les maisons. Selon Isabelle Collet, la professeure suisse dont je parlais au début de cette vidéo, s'opère alors un conditionnement et un changement au sein de l'unité
l'unité familiale. L'informatique devient réservée aux hommes. C'est aux garçons que l'on offre la console de jeu. C'est le mari qui a le temps de jouer aux jeux vidéo sur l'ordinateur familial et d'y chipoter avec son fils. De plus, l'informatique devenant un secteur de plus en plus industriel et commercial, il devient réservé aux hommes. Pourquoi? Car il amène de réelles possibilités de carrière. Ce serait donc l'image du métier d'informaticien qui aurait changé. On serait passé d'un métier de secrétaire mateuse à un boulot beaucoup plus valorisant. Les recrutements d'alors masculinisent la profession, malgré l'expérience probante de femmes dans la programmation. En gros, on ne souhaite pas voir les femmes former et diriger des équipes. Quant au public, des préjugés s'insinuent via la publicité et les médias. Les ordinateurs ont des voix masculines, comme dans les films L'Odyssée de l'espace. What's the problem? I think you know what the problem is just as well as I do. What are you talking about, Hal? This mission is too important for me to allow you to jeopardize it. Ou Tron. You shouldn't have come back, Flynn. Hey, it's the big master control program everyone's been talking about. La cible marketing est masculine, sous-entendant que les ordinateurs sont pour les hommes. Les femmes n'en ont pas besoin dans leur travail ou dans leur ménage et cela ne fait pas non plus partie de leur loisir. Pensez simplement à la console portable Game Boy. Son nom, Game Boy, signifie bien jeu de garçon. Tout le plaisir et toute la puissance du Nintendo dans la paume de votre main. Voici Game Boy. Il est portatif, il est excitant, il est stéréo et ses jeux sont interchangeables. Alors, qu'est-ce qu'il a cet aspirateur? Il n'aspire pas, il chauffe. Bien, surchauffe, entraînant une surconsommation de kilos. Introducing ColecoVision, the most advanced video game system you can buy. It plays more games. T'es en train de regarder un match de foot, je joue à la PlayStation, regarde. Excusez-moi, je suis méchante, j'avais pas vu. De toute façon, tu vois jamais rien. With more accurate control, more detailed graphics, more levels of play. Awesome! Vous pouvez sortir maintenant. C'est là, venez jouer. À Paris, c'est un ordinateur de jeu qui se branche sur votre téléviseur. At Apple, we understand that business as usual isn't anymore. That's why we make the most advanced personal computers in the world. Alors, prêt à jouer les héros? Oh ouais, pas de malaise. Prêt pour des méga aventures? C'est parti. Soyez sympa, branchez-moi sur une Sega. The Power Glove for your NES. Now you and the games are one. Nintendo, la nouvelle intelligence des jeux vidéo. Avec Rob, le robot surdoué, vous êtes le maître de vos aventures. Et c'est à partir de là que l'image du hacker, du no-life gamer ou de l'intellomateux prend dans l'imaginaire collectif des airs de garçon. Encore aujourd'hui, peu de filles ou de femmes sont enclines à endosser l'étiquette de geek ou de gameuse, car ces termes amènent des connotations sexistes et des préjugés qui annihilent leur féminité. Beaucoup d'hommes sont également encore surpris de voir qu'une femme aime et joue aux jeux vidéo autant, voire plus qu'un homme. Mais ça avance, l'évolution est en marche car en 2016, la célèbre entreprise Mattel décide de modifier l'image de sa poupée Barbie. Apprenons enfin aux petites filles qu'elles ne doivent pas être que belles et biologiquement impossiblement parfaites. Montrons-leur enfin qu'elles peuvent travailler, qu'elles en sont capables. Dans la gamme de Career Dolls, Mattel sort Barbie astronaute, Barbie policière, Barbie femme politique, Barbie pompier, Barbie fait du foot, mais aussi Barbie game développeur. Oh mais c'est trop bien, Barbie sait créer des jeux vidéo. Oui, enfin, elle crée un jeu puzzle style Candy Crush puisque c'est le genre de jeu que les filles aiment et Barbie est une fille. Et puis bon, quand elle crée son jeu vidéo, elle plante quand même souvent l'ordi, elle a quelques difficultés. Du coup, elle appelle Steven et Brian pour venir l'aider. Bon, on a compris. L'idée est là, mais le chemin est encore très long. Je terminerai avec cette liste non exhaustive de ce qu'il se passe pourtant actuellement dans certains couloirs de nos grandes institutions. Je cite Cathy Bouman, informaticienne qui a créé la première visualisation d'un trou noir en 2017. Shehar Bano, une jeune pakistanaise qui en 2015 a élaboré un système de détournement de la censure sur Internet afin de militer pour l'accès à l'information dans son pays. Raluca Ada Papa a récemment développé un nouveau processus de sécurisation des données d'un ordinateur sans utiliser de pare-feu. Je
Johanna Rutkowska a créé un nouveau système d'exploitation cloisonnant tous les programmes, améliorant considérablement la cybersécurité d'un ordinateur, etc., etc., et encore tant d'autres à venir. Alors, les femmes sont nulles et pas intéressées par l'informatique?